Le goût ferreux du sang maculait ses lèvres, le souvenir tenace d'une promesse rompue. Le cliquetis sec des menottes, qui lui serraient les poignets, résonnait encore dans ses oreilles comme une sentence. Dans le miroir brisé des toilettes lugubres, l'image d'un homme abattu se reflétait, le regard vide, les vêtements souillés. La fumée âcre du tabac froid flottait, rappelant la dernière conversation, les mots prononcés avec une froideur calculée, qui avait mis fin à son espoir. Il avait cru en la transparence, en la loyauté d'un monde où les apparences masquaient les vrais visages. Mais l'odeur persistante de la friture, émanant d'un restaurant anonyme, lui rappelait la désillusion, la trahison. Le bruit des couverts, les rires forcés, les conversations superficielles, tous ces sons se mélangeaient à ses regrets. Son cœur se serrait à chaque instant, une douleur sourde et constante qui l'étreignait. Le contrat, signé dans la hâte, semblait désormais être une pierre tombale. Les promesses d'une vie meilleure se sont envolées, réduites à des miettes. Le vide, voilà tout ce qu'il restait. L'effervescence de la ville, le flot incessant de personnes, et pourtant, il se sentait seul, abandonné, comme un navire sans gouvernail au milieu de la tempête. Était-ce son propre aveuglement qui l'avait conduit à cette impasse? Son erreur, sa confiance mal placée, avait-elle été fatale? Que allait-il faire maintenant? Qui croire encore? La détresse le submergeait, chaque respiration était une lutte. Ce fut un gouffre. Son avenir était désormais incertain. L'air, épais et lourd, sentait l'huile rance et le désespoir, imprégnant chaque recoin de ce bistrot décrépit. Des néons vacillants projetaient des ombres dansantes sur les tables collantes, révélant des fissures sur les murs et des toiles d'araignées dans les coins. La rouille grignotait les pieds des chaises, comme le temps dévorait les espoirs. Le bruit constant d'une mouche entêtée, qui bourdonnait autour d'une corbeille de viennoiseries éventées, amplifiait le silence pesant. Au comptoir, derrière un amas de bouteilles à moitié vides, se tenait Roland, le tenancier, un homme dont les yeux, cernés de fatigue, semblaient avoir tout vu, tout vécu. Son tablier, taché de café et de graisse, témoigna d'années passées à servir les clients les plus misérables. Il connaissait Quinu, pas sous son vrai nom, mais comme Jean-Luc, un habitué silencieux, dont les poches ne contenaient jamais grand-chose, si ce n'est un regard perdu. Ce soir, Mathilde, une jeune femme aux cheveux couleur de feu et aux yeux perçants, s'approcha de Jean-Luc. Elle était toujours là, comme un fantôme, un peu trop maigre, son manteau déchiré dissimulant une silhouette fragile. « Jean-Luc, tu sais, il n'y a plus de travail. Ils m'ont renvoyé. » La voix de Mathilde, un peu rauque, trahissait la lassitude. Jean-Luc, malgré sa propre souffrance, offrait une cigarette à Mathilde, un geste qui ne la surprenait jamais. « C'est toujours pareil. Tu crois que ça va changer, Roland? » Mathilde, avec une pointe d'ironie. « Un jour, peut-être, » répondit Roland, le visage impassible. Le défaut de Jean-Luc, il était incapable de refuser de l'aide, même lorsque cela signifiait se priver lui-même. Sa qualité, une capacité innée à écouter et à offrir un peu de chaleur dans un monde froid. Roland, cynique, mais lucide, savait que cette générosité finirait par le consumeur. La nuit promettait d'être longue. Roland fixa Jean-Luc, l'amertume teintant son regard. « Tu crois vraiment que tu peux changer ça, avec tes faux semblants? » Mathilde, les traits tirés, pose sa main sur l'épaule de Jean-Luc. « Tu es naïf. Tu l'as toujours été. » Un agent de sécurité s'approche, un regard de défi dans ses yeux. « On vous a vu, monsieur. Vous devez partir. » Roland lui lance un regard désolé, un murmure presque inaudible, ils ne comprennent jamais. Mathilde s'éloigne, disparaissant dans l'ombre. Jean-Luc, seul, reçoit une dernière phrase, « Tu es seul à présent. » Le bistrot, silencieux, l'avale. L'odeur de friture, jadis anodine, s'insinua dans ses narines,
se muant en une nausée amère. Kinou, rongé par une culpabilité corrosive, prit une décision fatale. Son entreprise, une plongée en eau trouble, une descente assumée, s'avérait une erreur. Il avait déçu Roland, abandonné Mathilde, et, plus douloureux encore, il se sentait incapable d'agir, d'offrir une aide réelle, emprisonné par la peur de l'engagement. Il renonça à son rôle. Il se dirigea vers Roland, l'expression d'un regret profond gravée sur le visage. « Je crois que je dois partir. » Roland resta silencieux, le regard sombre, reflétant la désillusion. Il avait compris, l'acteur ne possédait pas la force requise. Kinou déchira le chèque, symbole d'une générosité qu'il ne pouvait honorer. Puis, la réalité se manifesta. Le bistrot se vida progressivement. L'agent, toujours présent, lui rappela les impératifs du contrat. La voiture l'attendait. Il aperçut une tache écarlate s'étendre sur le comptoir, une goutte de sauce tomate, oubliée, semblant arborer un sourire ironique, comme si elle connaissait la suite. Un rire, sec et amer, s'échappa de sa gorge. Sa crainte de s'engager le hantait. Il quitta le bistrot, l'isolement le submergeant, le sentiment d'abandon l'envahissant. Il avait l'impression d'abandonner une part de lui-même. Dans la voiture, il ferma les yeux, se préparant au changement. Il retira la barbe postiche. Il serra les poings. La goutte de sauce tomate sur le comptoir, le présage. Un cri perçant déchira le silence. Mathilde, revenue, hurla « Roland !» Une silhouette, celle du tenancier, s'effondra derrière le comptoir. Kinou, pris de panique, se précipita, l'odeur âcre du sang envahissant l'air. Roland, une blessure béante à l'abdomen, le regard fixe, le visage exsangue, pointa une main tremblante vers la porte. Mathilde s'agenouilla, hurlant son nom, les larmes inondant son visage. Kinou, impuissant, réalisa l'horreur de la situation. L'agent de sécurité, le visage blême, se tenait là, l'arme à la main, criant « Restez où vous êtes ». La panique le submergea. Son défaut, son incapacité à assumer, le paralysa. Une fraction de seconde. L'agent hésita. Kinou, au lieu d'agir, d'aider, recula, la peur le clouant au sol. « Il faut appeler les secours !» La voix de Mathilde, brisée, perça le brouhaha. Devant l'inaction de Kinou, Mathilde, les yeux brillants de haine et de déception, se leva et attrapa le téléphone, hurlant au secours l'adresse du bistrot. Elle se tourna vers Kinou. « Vous n'êtes qu'un lâche », cracha-t-elle, avant de retourner à Roland. Le regard de Mathilde, foudroyant, fut la dernière image que Kinou emmagasina avant de s'enfuir. Le regard, plus jamais, n'aurait plus la même signification. L'agent, son arme toujours braquée, ordonna « Restez là ». La police arriverait. Kinou, sous le choc, ressentit le vide béant laissé par son départ. L'image de Roland gisant, le sang sur le comptoir, le hantait. Son incapacité à agir le rongeait. Il avait failli à ses idéaux. Une voix, rauque et feutrée, brisa le silence. C'était Éric, un habitué du bistrot, un homme que Kinou avait souvent observé, l'œil perçant, discret. Éric, secouriste, sortit une trousse de son sac. Il faut l'aider. Mais il y a un risque. Il expliqua que le blessé avait besoin d'une intervention immédiate, une pression sur la plaie pour arrêter l'hémorragie. On risque gros, si la police nous trouve ici, dit-il. Son regard se planta dans celui de Kinou. Deux possibilités, soit on l'aide, on risque la prison, ou on s'en va et il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? La naïveté de Kinou le hurlait, et le choix, déchirant, le confrontait à sa peur de l'engagement. Son cœur battait la chamade. Aider Roland, un acte de bravoure, mais risquer sa liberté, sa carrière.
fuir, et le condamner. Son propre aveuglement lui revenait, l'obsession du rôle, l'effacement. Je ne sais pas, murmura-t-il, luttant contre ses propres démons. On appelle la police? La police. Ou on le sauve. Le silence s'abattit. Il savait que la décision, aussi facile que difficile, révélerait sa véritable nature. Il devait choisir, tout de suite. Le bistrot, transformé en scène de drame, un silence de mort y régnait. Quinu, hanté par la culpabilité, sentit le regard accusateur de Mathilde le foudroyer avant sa fuite précipitée. Il erra dans la nuit, le goût âcre du sang, mêlé à celui de sa lâcheté, lui brûlant la gorge. L'odeur de friture, jadis banale, était désormais une insulte, l'obsédant. Son cœur, une pierre, martelait la cage thoracique. L'appel de Mathilde, la police, le tumulte médiatique. Il anticipait les interrogatoires, les regards, sa photo en une, la fin de tout. Son agent, furieux, avait hurlé, menaçant de tout ruiner. Sa carrière, son image, son monde, basculaient. Il erra, seul, le froid perçant, les réverbères projetant des ombres menaçantes, le hantant. Il revoyait Roland, le désespoir de Mathilde. Sa peur, son défaut, l'avait brisé. Il ne pouvait effacer ce souvenir. Ses pas, inexplicablement, le menèrent devant une église. Il sentit un tsunami de culpabilité l'envahir. Il entra, s'agenouilla, et pour la première fois depuis longtemps, il pria. Une larme perla sur sa joue. L'échec le consumait, mais un germe d'espoir pointait. Il avait commis une erreur, mais peut-être, pouvait-il encore agir. L'envie de réparer, d'expier, le força à respirer. Il se releva. L'agent de sécurité, d'une voix grave, dit à Quinu, « Mathilde, elle est la sœur de Roland. » Ils étaient en affaire. Sale affaire. L'estomac de Quinu se tordit. La goutte de sauce tomate, ce n'était pas un simple oubli, c'était un signe, une complicité silencieuse. Le choc le paralysa. Il avait été manipulé. Sa naïveté, son défaut, l'avaient aveuglé une nouvelle fois. La peur, la colère, la déception, tout se mélangeait. Elle a tout orchestré, pas vrai? Pourquoi? Il vit la vérité, il n'était qu'un pion, utilisé pour faire un coup, pour le détruire. Son désir d'aider, transformé en une sinistre mise en scène. Il se tourna, incapable de rester plus longtemps dans ce lieu souillé. Il alla rejoindre l'agent, et lui dit, « Je suis Quinu Reeves. Vous devez m'aider à retrouver Mathilde. » Puis, il partit, son regard, désormais, le visage de Mathilde. La promesse de sang et de tromperie le hantait, un spectre. L'heure d'agir avait sonné. Quinu retourna au bistrot. L'atmosphère, lourde, menaçante. Il trouva Éric. Il lui montra une photo de Mathilde. Elle est en danger. Je le sais, répondit Éric, le regard sombre, trahissant la douleur. Elle s'est enfuie, et j'ai son point de chute. Pourquoi m'aider? Demanda Quinu. Éric, un sourire amer, parce qu'elle a besoin d'être stoppée. Il lui révéla une adresse, une zone industrielle, un paysage désolé. Quinu quitta le bistrot, le cœur tambourinant. Il acheta un téléphone anonyme. Il contacta l'agent, lui fixant un rendez-vous. Il envoya un message à son avocat, le mettant au courant. Il appréhendait le danger, la trahison, l'éventuelle ruine. Pourtant, une lueur d'espoir perça les ténèbres. Il n'était plus ce lâche, il devait affronter la vérité. Il sentit une métamorphose, une détermination nouvelle, la nécessité de reprendre le contrôle. La rencontre serait périlleuse, il le savait. Son regard balaya Paris.
Il était prêt. Il prit une profonde respiration. La nuit, glaciale, s'abattait. Kinou, près des quais déserts, attendait. Il revoyait Marie, sa bienveillance. Le regard de Mathilde, lourd de reproches, le hantait. L'agent apparut, une ombre dans la pénombre. Elle est là. Un bref hochement de tête. Kinou, silencieux, fixa l'horizon. Il offrit une cigarette à l'agent. Un geste, un lien ténu entre deux êtres, deux existences brisées. L'agent la prit, sans un mot. Un instant d'entente tacite. La culpabilité de Kinou s'adoucit un peu. Vous aviez raison, dit l'agent, la voix rauque. J'ai fait le mauvais choix. On en fait tous, répondit Kinou, la voix presque inaudible. Puis, ils s'éloignèrent, deux ombres dans la nuit, liées par le destin et une quête d'espérance. L'odeur de friture, fantôme lointain. Un dernier regard vers Paris. La zone industrielle, un paysage de tôle rouillée et de béton froid. Kinou trouva Mathilde, seule, les hagards. L'agent, discret, restait en retrait. La porte d'un entrepôt grinça. Kinou entra. Dedans, Roland, assis, une arme à la main, le visage marqué par la douleur. « Tu aurais dû fuir, dit-il, la voix rauque. J'ai cru en toi, murmura Kinou. Roland, le regard vide, sourit amèrement. Tu étais naïf. Comme toujours. C'était quoi, tout ça? Roland leva le canon, la goutte de sauce tomate était une balle. L'agent bondit, mais trop tard. Mathilde. Roland, avant de presser la détente. Kinou ferma les yeux. Un coup de feu. Puis, rien. Il ouvrit les yeux. L'agent était à terre. Roland, aussi. Mathilde, derrière lui, tenait l'arme. Je n'avais pas le choix. Il voulait vous tuer. J'ai essayé de l'arrêter. L'agent, blessé, hurla. La naïveté de Kinou s'effondra. Il comprit, il avait été utilisé par tous. Il, l'acteur, n'était plus qu'un spectateur, le rôle le tuait. L'agent hurla, elle a travaillé avec eux. Elle l'a manipulé. Son regard, à nouveau, croisa celui de Mathilde. Je dois partir, dit-il. Cette fois, il ne fuit pas la peur, mais son moi. La nuit, le silence. L'entrepôt était vide, froid, le sang maculant le béton. Roland était mort. L'agent, blessé, fut emmené par les secours, son regard, une accusation silencieuse. Mathilde, emmenée par la police, lui lança un regard d'une tristesse infinie, qui lui brisa le cœur. Leur lien, brisé. Kinou, lui, restait seul, le goût amer de la défaite. Il avait échoué. Sa naïveté, sa peur, avaient tout détruit. Le rôle, la gloire, tout était insignifiant. Ce qui comptait, c'était ce qu'il avait fait. Il quitta l'entrepôt, les mains vides, le cœur lourd. Il alla au bistrot. Roland n'était plus là. Éric le regarda, une compassion sincère. « Tu as besoin de temps, dit-il. » Kinou acquiesça. Il ne jouerait plus aucun rôle. Il jeta la barbe. Il appela Marie, lui raconta, sa voix tremblante. Il partit, pour longtemps. Quelques mois après, un article de journal parut, l'acteur Keanu Reeves, engagé auprès d'associations d'aide aux sans-abri. Un sourire triste illumina le visage de Marie. Le regard, désormais, n'était plus le même. L'humanité a gagné.